clairement, ce travail-là était très important aussi, parce qu'avant, on avait 5 valeurs, et quand j'ai fait un petit test, il y avait... il y avait très très peu de personnes sur 75 qui étaient capables de les lister, les 5 valeurs. Mhm. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment clé de se dire, tu choisis tes top 3 valeurs. Je dirais pas plus que 3. Il faut que ce soit encore capable de mémoriser, et il faut le faire d'une manière un peu aussi mnémotechnique. Donc il faut qu'il y ait derrière un sens un peu facile à retenir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Épisode très spécial comme d'habitude puisqu'on reçoit encore et toujours des CMO d'un secteur différent par rapport au dernier épisode. Dans le dernier épisode, on était avec la CMO de Care, une marque qui exerçait dans la santé. Et aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un dans un secteur un tout petit peu différent quand même par rapport à la santé. Mais pour toutes les personnes qui découvrent le podcast avec cet épisode, rappelons tout de même que le Brand Podcast a pour objectif de vous aider, vous, CMO, CEO, Head of Brand, marketeur ou tout simplement curieux, à créer les marques fortes de demain, des marques qui soient adaptées aux défis du digital. Sans plus tarder, je vais te laisser présenter Anna. Bonjour à tous, bonjour Eddy. Je suis Aya Godet, je suis VP Marketing chez Worldia depuis 1 an et demi. Worldia, c'est une start-up de voyage, donc effectivement, ça n'a rien à voir avec la santé, mais il faut être en bonne santé pour voyager. Voilà, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le secteur de marketing, de promotion internationale, business development. C'est ça un peu les trois domaines dans lesquels je navigue, soit dans des toutes petites structures, à la start-up à 2-3 personnes, ou dans des grands groupes. Donc j'étais pendant 6 ans aux Galeries Lafayette et au BHV, c'est le même groupe, donc pour finir dans une scale-up qui est Worldia, French Tech s'en va aussi, où on est 75 actuellement. Ok, super intéressant. Donc, tu as présenté très en hauteur le concept de Worldia. Tu nous as dit que c'était une startup dans le voyage. Est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu qu'est-ce que vous faites et expliquer vite fait à l'audience avant que je commence à te poser des questions? Oui, Worldia, c'est une start-up qui propose des voyages à la carte. Okay. Ça, c'est vraiment d'un point de vue très macro aussi. En fait, on est une plateforme B2B2C qui permet pour l'instant aux agents de voyage et aux sites e-commerce ou toute autre structure qui souhaite proposer le voyage à leurs clients finaux. On propose une plateforme et un catalogue de destinations avec déjà des templates, des packages préfaits qu'ils peuvent moduler à leur guise. Et c'est aussi un service client, un accompagnement de A à Z dans tout le cycle de voyage pour les clients aussi sur place, puisqu'on a aussi un téléphone d'urgence. Vous pouvez nous appeler un dimanche minuit s'il y a un problème une fois quand vous voyagez, et on va vous aider. Donc c'est vraiment ces 3 gros piliers techno qu'on a développés, donc la plateforme techno où par des API on est connecté à toutes les grandes bases mondiales type Expedia ou autres qui gèrent les activités, les hôtels, les vols, les transports, etc. Après, on a donc le deuxième pilier qui est le catalogue, donc l'offre, où on a aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de prestations dans le monde entier. Et qui sont sélectionnés en 1200 voyages dans 80 destinations qui sont faites par justement nos experts internes. C'est les propositions faites par nos experts externes. Et après, à tout le troisième pilier, là, les services dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment cet ensemble des 3 piliers qui nous différencient aujourd'hui sur le marché. Ok, super intéressant. Bon bah du coup,
par rapport à ce dont on va parler dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler de fondation un petit peu plus de la marque, de la base. On va parler aussi d'expérience de marque. On va continuer du coup avec ton parcours aussi en parlant un peu plus personal branding. Et on va clôturer le podcast comme d'habitude avec la partie Fast and Curious version brand. Sans plus tarder, je vais commencer avec ma première question sur les fondations de marque. J'ai regardé ta vidéo sur Welcome to the Jungle où vous avez un welcome pour recruter assez logiquement et vous avez plein de vidéos, donc ça c'est plutôt cool. Et dans cette vidéo, toi tu disais que ton travail il consistait à assurer une cohérence de la marque sur tous les points de contact et pour tous les segments clients. Et du coup, ça a fait une bonne transition, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé sur le podcast de points de contact, et moi j'aimerais bien savoir pour toi aujourd'hui, c'est quoi les 2-3 points de contact clients sur lesquels vous considérez que c'est vos forces chez Worldjay, et pourquoi ? C'est une excellente question, puisque chez Worldjay, c'est vraiment un écosystème de différents points de contact, et que ce soit en B2B2C, comme j'ai dit tout à l'heure, là pour le coup, le point de contact peut être donc c'est cette plateforme. C'est vraiment notre cœur du métier, hein. C'est le site web qu'on offre, si vous voulez, à une agence ou un site e-commerce pour qu'ils exploitent notre catalogue auprès de leurs clients. Donc ça, c'est un touchpoint qui est effectivement extrêmement important, mais qui peut être même brandé en partie par la marque. Donc, typiquement, on travaille aujourd'hui avec des sites comme VP, Cdiscount, Pendant ou autres qui ont demandé un petit peu de personnalisation de leur plateforme. On met un peu leur logo, leur couleur, leur typo pour que ça soit plus un écosystème de la marque en question. Mais c'est vraiment le touchpoint le plus important, je dirais, actuellement. Et après, bien sûr, ça dépend du segment, comme tu as dit tout à l'heure, mais on peut avoir aussi des touchpoints type réseaux sociaux. On peut avoir des touchpoints, le service client est en soi un touchpoint très puissant. Même des personnes qui font de l'account management auprès des agents, c'est un touchpoint un peu c'est important aussi, puisque c'est justement grâce à ces contacts-là que les agences comprennent en fait comment utiliser notre plateforme, sont plus facilement onboardées, et voilà, donc c'est vraiment tout un écosystème qui ne concerne pas nécessairement que le marketing, comme tu peux voir, account management c'est plutôt les équipes sales, mais l'idée derrière, donc mon rôle là, c'est vraiment donner les outils pour toutes nos équipes en interne, pour qu'ils puissent les utiliser d'une manière un peu uniforme, pour qu'on puisse s'exprimer partout pareillement, qu'il y ait un alignement de la marque sur tous nos touchpoints existants. Ok, ça marche. Tu nous as cité du coup, si je devais récapituler la plateforme, tu nous as cité les équipes du coup avec plus la partie support client et du coup les réseaux sociaux, sachant que dans la partie en tout cas où vous considérez aujourd'hui être les plus forts, c'est vraiment sur la plateforme. Moi j'aimerais bien aussi qu'on prenne la question dans l'autre sens du coup. Est-ce qu'aujourd'hui il y a 2-3 touchpoints que tu considérais comme étant des faiblesses, et comment toi tu peux mettre des actions en place pour les améliorer par exemple? Oui, en fait il y a vraiment beaucoup de choses à optimiser encore, hein. C'est typiquement, j'ai mentionné un touchpoint fort qui sont les réseaux sociaux, mais aujourd'hui c'est aussi l'un de nos touchpoints les plus faibles quelque part, pour différentes raisons, hein, parce que aujourd'hui en fait les réseaux, on ne sait pas exactement à qui on parle. Parfois on poste les messages un peu pour les agences de voyage, parfois on le poste pour nos clients finaux à nous, parfois on poste pour les futurs talents, pour dire qu'on recrute. Donc finalement, déjà là c'est assez confus pour nos followers, parce que souvent ils sont pas nécessairement concernés par un message sorti. Donc il nous faut sur les réseaux là, actuellement on est en train de complètement revoir la stratégie, bien pouvoir séparer les réseaux un peu plus dites professionnels, où on parlera de notre solution, de nos évolutions, des ouvertures de destination, etc., des formations en cours, et d'autres réseaux qui sont plus pour une clientèle finale qui veut avoir
plutôt un contenu inspirationnel. Donc ouais, si vous vous connectez sur nos réseaux dans 5 mois, je pense que vous n'allez pas du tout voir ce que vous voyez aujourd'hui. Ok, ça marche. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure sur les VPC Discount, etc., qui voulaient vraiment avoir un écosystème qui leur est au plus personnalisé et au plus propre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une marque, c'est bien plus qu'un logo, c'est un véritable système. Donc, pour donner un ordre d'idée à notre audience, voilà, on peut avoir forcément un site, on peut avoir un packaging sur un produit physique, il y a des publicités, il y a le service client, comme tu as pu citer. Donc, du coup, chacune de ces composantes, elle va avoir un attrait, on va dire, culturel aussi et émotionnel. Et dans chaque système, il y a des différences en fonction du marché, etc. Dans le dernier épisode, je posais la question à la CMO de Care, comment elle fait pour créer, je sais pas, une matrice de positionnement, etc. Elle me disait que c'est vrai que c'est assez difficile de représenter la chose parce que c'est toujours du cas par cas, qu'il y a toujours différents points de vue. Et aujourd'hui, je vais pas te demander une méthode magique pour créer un système de marque parfait parce que c'est relativement impossible. Mais est-ce que toi, tu aurais des conseils pour notre audience pour minimiser les erreurs au moment de la construction de sa cohérence, de sa marque, puisque là on a parlé pas mal de points forts, on a parlé pas mal de points faibles, et c'est vrai que toi tu arrives aussi d'un point de vue plus extérieur, et si tu étais à la place de quelqu'un dans notre audience qui lui commencerait à créer sa marque, comment est-ce qu'il peut faire en sorte de minimiser ses erreurs et d'être au plus cohérent sur tous ces touchpoints? C'est vrai que la cible, si tu définis bien ta cible, toutes les actions ensuite seront beaucoup plus alignées, beaucoup plus logiques, beaucoup plus simples même, parce que en gros tu auras en tête la personne à qui tu parles, donc tu sauras quels sont ses goûts, tu sauras quelles sont ses habitudes, où est-ce qu'il s'inspire, ou qu'est-ce qu'il fait dans leur quotidien. Donc en fait c'est vrai que si on dit que nous on couvre toutes les cibles, c'est difficile de faire des choses pointues derrière. Donc ça serait vraiment le premier insight. Bon, c'est rien de nouveau, hein, tout le monde parle de ça, mais c'est vrai que c'est bien de définir, préciser sa cible et bien la connaître avant de faire quoi que ce soit d'autre. Okay. Et donc nous, là-dessus, c'est assez intéressant parce que effectivement avant on parlait plutôt de nous on travaille avec plein de marques, plein d'agences, etc. Et eux ils ont tout type de clients en face et c'est vrai en fait, c'est vrai que une agence n'est pas pareille à une autre, mais on s'était dit aussi que pour nos clients finaux qu'on adresse d'ailleurs depuis le début, parce qu'au début Volga était vraiment lancé pour les clients finaux, et après on s'est diversifié et aujourd'hui 90% du chiffre d'affaires est fait par plutôt en B2B2C, mais pour le client final, nous on a dû se dire c'est qui en fait la personne qu'on vise, et là on a fait un vrai travail de segmentation. On a fait tout au début on a fait des analyses de la perception de la marque, donc on a interviewé une centaine de personnes en B2C, en B2B, même les talents chez nous, vraiment pour comprendre en fait comment ils nous perçoivent, quelles sont les valeurs qu'ils perçoivent, etc. Et on a fait aussi pas mal d'autres ateliers autour de notre positionnement, et au final on a défini notre cible qui est plutôt un peu des Parisiens épicuriens d'une quarantaine d'années qui aiment bien voyager, qui connaissent bien déjà comment dire, qui aiment les hôtels qui sont un tout petit peu plus pas nécessairement luxueux, mais des boutiques hôtels où un peu l'expérience est de qualité, où en fait on leur sert pas n'importe quoi, où il y a un peu un certain confort. C'est des personnes qui aiment bien de la gastronomie, qui ont une sensibilité pour l'art, pour la décoration, ça vous pouvez imaginer un peu le type de persona, mais oui, donc on a mis beaucoup de temps à peaufiner ce profil-là, et finalement c'est celui qu'on adressera qu'on continuera à adresser en direct, oui. Ok, donc en gros, si je devais récapituler de la même manière, ce serait ton premier conseil pour minimiser, ce serait vraiment de faire un gros travail sur sa cible, sur la segmentation et sur le fait de se concentrer aussi. J'ai l'impression que c'est ça qui ressort pas mal dans ton discours, de ne pas avoir trop de cibles au début,
Parce que c'est vrai qu'avoir beaucoup de cibles, ça veut aussi dire répliquer le travail plusieurs fois. Et ça peut aussi, at scale, peut-être créer certaines inconsistances au niveau de ta cohérence de ton système de marque, etc. Parfaitement clair. Bon, bah du coup, au téléphone, avant de préparer l'épisode, tu m'expliquais qu'avec Warandia, vous étiez dans un travail de refonte de la plateforme de marque. Et pour toutes les personnes qui ne savent pas, une plateforme de marque, c'est un peu l'expression de l'identité de la marque, mais avec quelques points. Donc on peut citer par exemple la vision, la mission, la cible, la promesse, l'ambition, les valeurs ou encore la personnalité. Qu'est-ce que vous avez changé dans cette nouvelle plateforme et c'est quoi les éléments que vous avez conservés de l'ancienne et pourquoi? C'était un travail très long, hein. C'est à longue haleine. En gros, on est parti sur on appelait ça un projet branding, Okay. parce que il y avait vraiment plein de choses à revoir. Mais notre projet branding, on l'a décomposé en 3 parties. La première, c'était vraiment sur la partie purpose dont tu parles. C'est vraiment un peu l'approche stratégique de notre marque. Donc là, je parle notamment de l'analyse de brand perception dont je parlais tout à l'heure, de customer value proposition, c'est quoi nos valeurs à nous, c'est quoi notre vision, qui on est, notre golden circle. Voilà, c'était un peu ça. Les grands éléments sur lesquels on a travaillé pendant 3 premiers mois. Donc on se posait des questions sur où on se voyait, c'est quoi le new game dans le tourisme, comment on peut être perçu, etc. Je vais pouvoir aller plus en détail après si tu veux. Mais en gros, voilà, ça c'était la première étape de branding. La deuxième étape ensuite, quand on a défini en fait qui est notre cible, comment on va l'adresser et quel est le message clé qu'on veut passer, en fait, la deuxième étape c'était l'identité. Donc qu'on a décliné en identité visuelle et identité verbale. Mais en fait, cette identité peut être vraiment alignée, doit être alignée avec ce purpose, donc c'est pour ça qu'elle vient seulement après. Et après, la troisième partie de branding qui est maintenant la mise à jour de tous les touchpoints existants, que ce soit en web, print, customer service, même en social et tout, avec cette nouvelle identité visuelle et verbale, le nouveau tone of voice. Donc tu vois, c'est vraiment un truc très long. Ça prend 1 an et on est encore en plein dedans. Là, on est en train de finaliser la nouvelle identité visuelle. Okay. Et le tone of voice c'est fini, ça c'est bon. Voilà. Donc, mais c'est vrai que en fait c'était un grand tournant parce que, enfin maintenant, jusque-là, on disait qu'on était une plateforme B2B2C du voyage à la carte. Ça, c'était, si tu veux, la phrase standard qu'on proposait à chaque fois. Et après, on s'était dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on est vraiment, qui est-ce qu'on est vraiment? On n'est pas juste une agence de voyage, on n'est pas non plus uniquement un tour opérateur, on est plus que ça. Et en plus, on est une French Tech 120, donc on s'était dit comment sortir un peu de ces concepts qui datent déjà il y a quelques décennies. Et du coup, on s'était dit qu'on était un travel studio. Okay. C'est vraiment c'est presque une nouvelle catégorie, si tu veux, d'un point de vue marketing, puisque ça n'existe pas. Et c'est quoi la différence entre un travel studio et une agence de voyage, du coup? Bah ouais, tu vois, c'est tout le travail. Quand tu crées une nouvelle catégorie, tout le travail vient sur la pédagogie. Donc c'est cool d'avoir inventé un nouveau truc et tous sont les premiers dessus, ça c'est génial. Mais en fait derrière il y a toute une difficulté de l'expliquer à l'extérieur, donc de partager avec les autres pour qu'ils comprennent tout de suite en fait ce que c'est. Et du coup un travel studio pour nous c'est un peu comme un espace, tu vois, qui te permettra de faire des super voyages, parce que à l'intérieur tu trouveras à la fois tous les outils, tous les experts, toutes les connectivités dans le monde entier, les devis instantanés, tout ce qui est très outillage, crafting, tu vois, c'est un peu comme dans le studio de film, c'est de là où en fait est venue l'idée, mais en fait vraiment tout cet écosystème professionnel qui t'aidera à créer des voyages. Et donc dans ce nouveau branding, on dit qu'on est travel studio pour les travel créatifs. Et donc c'est qui les travel créatifs alors? Les travel créatifs, c'est aussi un nouveau concept
concept. Mais c'est en fait des passionnés, tout simplement, c'est des passionnés de voyage. C'est des gens qui connaissent bien une destination, qui sont amoureux d'une ville, qui ont vécu ou alors qu'ils y vont tout le temps et du coup ils sont prêts à partager avec nous leurs bons plans, leurs univers, leurs inspirations. Et vous voyez, c'est un peu Travel Studio à gauche, quelque chose de très outils, crafting, et à droite, tu as les travails créatifs très inspirationnels, voyage incarné, et des choses comme ça. Et tu mets les deux ensemble, ça fait vraiment du yin et du yang. Là, ça te enclenche bien, et de là sort des vrais voyages sur mesure qui sont... qui vont vraiment répondre au goût d'un voyageur. C'était ça l'idée de notre refonte au début de la partie Purpose. Ok, ça marche. Bah, tu m'as cité plein de choses et je pense qu'il y a plein de concepts intéressants. La plateforme de marque, c'est quand même censé, enfin, à la base, être le socle stratégique, tu vois, de la marque. Comme tu l'as dit, vous avez commencé par la vision, les valeurs, etc. Mais parfois, en fait, ce travail se retrouve aussi délaissé par les équipes. On connaît beaucoup d'entreprises qui ont les fameuses valeurs que tout le monde connaît sur les murs partout, mais qu'en fait, personne ne respecte dans les faits. Et ça peut être un travers, parce que c'est vrai que quand tu fais du branding, on travaille sur pas mal de la perception, de l'intouchable, etc. Et donc tout le monde, forcément, on le voit encore plus sur LinkedIn, va mettre des noms, comme tu l'as fait par exemple sur la communauté, sur qui on est, etc., etc. Et parfois c'est pas représentatif, en tout cas pas compris par les équipes en interne. Est-ce que toi tu aurais des conseils pour notre audience pour réussir à faire appliquer et respecter cette plateforme de marque, mais sur le long terme en fait? Oui, enfin, la première chose, c'est ils doivent bien les comprendre et surtout, parfois, ça doit aussi venir des gens qui travaillent là-bas. Ça doit être représentatif des gens qui travaillent là-bas, surtout les valeurs dont tu as parlé. Bien sûr, ça doit venir des fondateurs. Dans des structures comme une start-up ou une scale-up, ça c'est vraiment important, je pense, que ça respire. Il faut que les valeurs des fondateurs soient bien alignées, déjà entre eux, et ensuite qu'ils soient capables de bien les formuler d'une manière très simple et très courte. Pour moi, je pense que le côté court est aussi important. Et ensuite, bien savoir les communiquer et un peu expliquer le sens derrière, en fait, donner du sens pour que les gens puissent se les approprier. Voilà, c'est là où il y a un match. Donc, nous, clairement, ce travail-là était très important aussi, parce qu'avant, on avait 5 valeurs, et quand j'ai fait un petit test, il y avait très très peu de personnes sur 75 qui étaient capables de les lister, les 5 valeurs. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment clé de se dire, voilà, tu fais tu choisis tes top 3 valeurs. Je dirais pas plus que 3, mais il faut que ça soit encore capable de mémoriser, et il faut le faire d'une manière un peu aussi mnémotechnique. Donc il faut qu'il y ait derrière un sens un peu facile à retenir. Donc nous, on a simplifié nos 5 valeurs. Les valeurs sont restées les mêmes, parce que d'ailleurs, ça serait bizarre si c'était pas le cas, parce que chez nous, il y a toujours les mêmes fondateurs, c'est toujours les mêmes équipes. Donc en soi, les valeurs ne changent pas, mais la manière dont tu les présentes et dont tu les packages, donc le travail vraiment un peu marketing, est tout aussi important. Et donc nous, on les a simplifiées. Maintenant, on n'a que 3 valeurs. Et en fait, c'est ambition, plaisir et intégrité. Et en fait, ça forme en plus un API. On est une boîte techno, donc voilà, c'est hyper facile à retenir. J'ai fait 1 an après, je fais le test et tout le monde sait encore le réciter. Super intéressant. En vrai, c'est API, c'est bien vu. Franchement, fallait y penser. On parle de plus en plus de la création d'entreprises à mission. Et c'est vrai que toi aussi, tu vois, quand je t'ai parlé de plateforme de marque, tu as commencé par me parler de purpose et de mission. Et en vrai, trouver sa mission, c'est pas toujours simple.
Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour notre audience pour réussir à trouver sa mission? Parce que c'est vrai que vous êtes aussi dans ce travail de plateforme de marque, vous êtes aussi dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait hier et qu'est-ce qu'on veut faire demain? Et ça implique aussi de quelque peu adapter sa mission, etc. Comment on fait pour changer ça, en fait, alors que c'est un des éléments les plus cruciaux d'une entreprise? Ouais. Pour moi, c'est encore une fois un peu lié aux valeurs, mais au-delà des valeurs, je pense que toutes les sociétés devraient avoir leur golden circle, même si c'est peut-être un peu déjà vu ou autre, mais je trouve que c'est vraiment un peu un guide sur comment les valeurs aussi seront perçues et est-ce que tout le monde va s'aligner sur notre vision. Parce que si tu as un why, how, what puissant, si tu as un why puissant, en fait c'est ça qui va faire vibrer tes équipes, mais en même temps c'est ça qui va leur permettre de transmettre aussi aux clients et d'être alignés sur les mêmes tâches, la même vision. Enfin, c'est important de définir ça, de vraiment bien réfléchir sur son golden circle et donc ce côté purpose dont tu parles. Nous on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Souvent un peu le why ça peut être un peu la tarte à la crème, tu vois, tu dis c'est quoi la phrase qu'il faut retenir et nous en fait la phrase qu'on a retenue c'est nous faisons battre le cœur des voyageurs. Ah bon? Et effectivement dit comme ça tu dis ouais ok c'est très poétique mais en fait après t'as le golden circle de Apple qui est je pense qu'ils disent qu'il défie le statu quo, tu vois, en soi il est aussi macro presque que nous faisons battre le cœur des voyageurs. Mais derrière en fait c'est pas si décorrélé de la réalité que ça, parce que qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec ça? On a mis le client au centre de notre attention et en fait ça guide nos actions du quotidien, parce que si ta mission c'est faire battre le cœur de voyageur, bah, tout ce que tu vas faire, tu peux te poser la question, est-ce qu'en fait ça plaira à mon client, à ma cible? Est-ce que en fait quand il va finir le call avec moi, est-ce qu'il va se dire que non, en fait il s'est vraiment bien géré chez Rolda, ou alors est-ce qu'il va être triste, il va pas être content, il va se dire ah oui c'est comme ailleurs, ça m'a pas du tout inspiré. Même ça peut même être dans le service client, en fait je lâche pas l'affaire tant que le client ne me dit pas merci d'avoir géré ça, j'étais déçu au début mais maintenant vous avez complètement transformé ma perception, je vous adore. Tu vois, en fait ça peut être vraiment un guideline dans ton quotidien. Donc trouver un why qui est à la fois un peu macro, un peu poétique si tu veux, mais qui est quand même qui donne du sens dans le quotidien, c'est assez dur mais c'est très important. Ok, super intéressant. Bah en vrai j'ai même pas eu besoin de résumer ce que tu venais de me dire, tu l'as fait à la toute fin, donc c'est parfait. On est déjà à peu près de 27 minutes, donc du coup, je te propose qu'on enchaîne directement sur la partie personal branding, puisque j'avais réservé quelques petites questions sur l'expérience de marque, mais en vrai, là, je pense que ce sera peut-être un peu short. En regardant ton CV, je vois que tu as un master en journalisme à la base, en communication, et il y a quand même une sacrée différence entre le journaliste et le marketeur plutôt. Et du coup, moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans le marketing et de pas devenir une journaliste connue dans le monde entier et qui passe à la télé, ce genre de trucs. Voilà, je mets mon cœur sur le plateau direct. En fait, au début, je voulais être journaliste et je suis maintenant dans le marketing un peu par défaut parce que je n'ai pas réussi. Voilà, c'est cru, mais je te le dis. C'est vrai. Moi, en fait, vous avez déjà tous entendu, j'ai un accent qui vient de Slovénie, même si ça fait 14 ans que je vis en France, donc j'ai pas réussi à m'en débarrasser. Mais c'est bien, il faut le conserver. Je ne sais pas si un jour je réussirai, mais le fait est que, en fait, quand j'ai quitté la Slovénie avec mon master de journalisme dans la poche, mon rêve c'était de m'installer en France et d'écrire sur différentes destinations, d'être un journaliste reporter qui partira dans le monde entier et qui écrira des reportages de ouf, voilà. Mais bon, ce rêve était assez vite arrêté puisque dès que j'ai ouvert la bouche avec mon accent, c'était donc madame, on a d'autres candidats qui sont native speakers, donc merci beaucoup. Voilà, ça s'est un peu passé comme ça, mais je me suis pas découragé, j'ai ouvert mon auto-entreprise et je me suis dit bon
chose, mais sur quoi je pourrais m'appuyer. Et en Slovénie, en fait, ton master les 3 premières années, c'est un peu les mêmes sujets autour du marketing comme journalisme. On partage beaucoup les mêmes Sujet. ouais, voilà, les mêmes sujets. Et après, à un moment, tu te spécialises. Donc, les 3 premières années, j'ai quand même beaucoup appris sur le marketing et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire des petites missions avec mon auto-entreprise et je vais voir ce que ça donne. Et du coup, au fur et à mesure, je commençais à me faire un petit portefeuille de clients. Et après, j'ai rencontré un couple vraiment cool, franco-allemand, qui cherchait un troisième associé pour leur boîte de tourisme. Ils voulaient lancer une start-up de voyage, enfin de visite guidée sur mesure à Paris, mais après un jour plus tard ailleurs aussi. Et ils m'ont invité à cette aventure et finalement j'ai accepté et ça s'est transformé en presque 3 ans d'une super collaboration où j'ai pu vraiment toucher à tout, à la fois création des produits, création de différentes visites, du contenu, des newsletters, les réseaux sociaux, du site internet, aide aussi au growth. Voilà, c'était quand t'es à 3, bah, tu fais un peu tout. Et c'est là où j'ai commencé à en fait adorer ce que je fais et je me suis dit bah en fait tant mieux et bah, je serai pas journaliste mais au moins je travaillerai dans le marketing et je vais kiffer. Ok, super intéressant. Juste avant que, parce que j'avais d'autres questions, mais je viens d'y penser en même temps, t'as pas pensé à, je sais pas, parce que je me dis qu'il y a une barrière de la langue avec le français, enfin, je sais pas quel est le niveau d'anglais en Slovénie, mais tu t'es pas dit peut-être, bon bah, je peux tenter mon truc en anglais, si c'est un problème de langue ou quoi, tu vois. Oui, mais j'avais en fait, même ma famille, elle est un peu, pas les racines en France, mais comment dire, un attachement culturel à la France. Et donc j'étais toujours un peu élevée dans cet esprit. Et pour moi, c'était un peu une évidence que c'est la France. Et bien sûr, tout le monde en Slovénie parle anglais. Il y en a plein qui parlent aussi allemand. Il y en a très très peu qui parlent français d'ailleurs. Mais moi, en fait, c'est la France et sa gastronomie et ses vins qui m'ont vraiment attirée. Donc j'ai une autre. Enfin, je pouvais pas me projeter pareillement à Londres, donc c'était plutôt Paris, oui. Ok, ça marche. Je voulais savoir aussi, parce que du coup, tu m'as dit qu'effectivement, que les 3 premières années, vous avez eu plus ce tronc commun, entre guillemets, avec les plus marketeurs / business, tout ça, mais c'est vrai que du coup, tu as quand même fait ces 2 dernières années. Et mine de rien, je voulais savoir, est-ce que tu penses, enfin, ou plutôt, à quel moment plutôt, ce regard extérieur, donc d'avoir eu un peu plus une vision journalistique de la chose dans ton background, ça t'a peut-être aidé dans ta carrière? Je pense qu'il faut avoir toujours un esprit ouvert parce que ça va peut-être pas se passer comme tu l'as prévu au début. Mais si on est dans un mindset test and learn, s'inspirer d'autres industries, voir les best practices à gauche et à droite, parler avec des gens. Je suis quelqu'un de, enfin, j'aime bien me faire un réseau, j'aime bien me parler avec des gens qui n'ont rien à voir en fait, qui ont des profils très différents. Et je trouve que ça te permet après à l'appliquer dans ton domaine et en fait ça te permet de toujours trouver une solution quand tu as des problèmes, de toujours retomber un peu comme le chat sur les pieds. Je sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Donc je dirais que ce serait du coup la curiosité en fait finalement. Oui, curiosité, c'est sûr que c'est important. Sans ça, c'est bien triste, oui. C'est bien triste. Ok, ça marche. Une petite dernière partie par rapport aux études, après je pense qu'on va aussi passer à un autre sujet. J'ai vu qu'en 2020, tu as passé une certification en Design Thinking d'HEC. Donc je sais pas si c'est sur Coursera ou si c'est en direct avec eux, ce genre de truc. Et ça m'a étonné parce que je me suis dit, bah à ce moment-là, tu as déjà une carrière, tu as pas mal d'expérience. Est-ce que, en fait, cette certification était nécessaire, tu vois? Et surtout, si c'était nécessaire, quel impact ça a eu sur toi? Enfin, qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà. Oui. C'est vrai que c'est un petit point dans mon CV qui n'est pas tout à fait logique comme ça de loin, mais de près quand même c'est un peu un enchaînement de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc j'aime bien m'inspirer d'autres secteurs parce que je trouve que ça apporte beaucoup au mien finalement, et même avant faire
j'ai fait d'abord une certif de Scrum Master. Ok. Donc j'ai jamais vraiment développé en soi un site internet, une application ou autre, mais mon mari d'ailleurs, il vient de ce secteur, donc j'ai toujours été passionné par comment il était bien organisé, comment il savait structurer sa pensée, etc. Je me suis dit, tiens, ce Scrum là, ça a l'air d'être quelque chose d'utile aussi ailleurs, et j'ai fait ça. Pareil pour le design thinking, et finalement c'est vraiment quelque chose qui m'aide dans mon quotidien, la manière dont je gère les projets, la manière dont j'anime mes équipes, et en fait je ne regrette pas une seule seconde. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner, je sais pas, deux, trois learnings que tu en as appris, enfin, que du coup tu appliques, ou je sais pas s'il y a des méthodologies à l'intérieur, ou des schémas, ou des ressources externes, enfin, quelque chose que... Oui, sur le design thinking, finalement, je pense que ça s'applique vraiment sur tout. Hein, donc, cette logique un peu de brainstorming, tu es vraiment dans une divergence, et après, tu sélectionnes tes idées, tu converges et tu extrais l'essentiel, et après, tu t'orientes un peu vers les MVP. En fait, ça marche vraiment pour tout et n'importe quoi. Même un petit projet que tu gères avec une équipe, c'est un peu pareil. Donc, tu organises un peu toute cette étape de réflexion qui est extrêmement importante pour une réussite d'un de projet. Mmh. Mais même dans l'organisation des tâches, tu vois, typiquement, je me souviens encore, j'étais au BHV, j'ai imposé un peu à mon équipe qui hallucinait un peu de l'approche, mais là, on avait un tableau sur le mur où on bougeait nos post-it, on avait des actions très claires sur ce qu'on doit faire dans la semaine. On faisait des weekly sprints, tu vois. Lundi, on a commencé à se dire ce qu'on va faire dans la semaine. Mercredi, on a fait un petit point d'étape, 15 minutes, tous debout, en se disant, voilà, on a fait ça, on a un problème, on n'a pas de problème, allez, on avance, c'est cool. Et vendredi, c'était une rétrospective sur ce qui était fait, et on les bougeait vers le done jusqu'à la fin de la semaine, et ça a nourri notre backlog pour la semaine d'après. Alors imagine ça dans une équipe marketing, business development d'un grand magasin, ça n'a vraiment rien à voir, mais en fait ça nous a vraiment permis de structurer et d'être beaucoup plus efficace même en transverse, et aussi pour chacun, pour soi dans le quotidien. Ok, ça marche. On va du coup clôturer cette petite partie avant le Fast and Curious avec une dernière question par rapport aux langues. J'ai vu que tu parlais allemand, anglais, croate, français, italien. Et je me dis, enfin, tu vois, je sais pas si Worldia est dans plusieurs pays ou si tu comptes aller à l'international, mais c'est vrai que on sait que encore plus dans la French Tech et dans les scale-up, finalement, en vrai de vrai, il n'y a que l'anglais qui sert véritablement, à moins que tu sois dans un pays et que tu sois en natif. Et du coup, je me demande d'où vient cette envie d'apprendre autant de langues quand tu es déjà à un niveau de management qui est quand même élevé, que tu as déjà un track record. Du coup, finalement, en vrai, avec juste du français et de l'anglais, tu pourrais très bien finir toute ta carrière, etc. quoi. Ça, c'est un peu quand tu vis dans un petit pays comme la Slovénie, qui fait pas la taille de la Normandie française, en fait, tu as vite autour de toi des voisins auxquels il faut savoir parler. Donc, toute la partie croate, serbe, ex-Yougoslavie, c'est un peu par défaut, c'est un peu culturel. On était ensemble. Je suis né en Yougoslavie, imagine, tout d'un coup, ça fait l'impression que je suis très vieille, mais en fait, Yougoslavie, ça fait pas il y a si longtemps que ça. Donc, tu vois, tout le monde parle croate, tout le monde comprend le serbe. C'est d'ailleurs, c'était la même langue, mais aujourd'hui, il faut certainement pas dire ça. Donc, ça, c'est facile. C'est vrai que tu as dit aussi, est-ce que ça sert? Non, je suis slovène et croate, ça me sert pas trop dans mon quotidien. Par contre, les autres langues, si, tu vois, l'italien et l'allemand, on est frontalier avec l'Autriche, donc vraiment beaucoup de personnes parlent allemand. Moi, je peux pas dire que je parle couramment l'allemand, c'est sûr que non. En fait, couramment, je parle français, anglais et toutes les langues de l'ex-Yougoslavie. Mais après, je comprends parfaitement l'italien, je comprends parfaitement l'allemand, et même à l'école, j'ai appris. Donc, pendant 10 ans, j'avais des cours d'allemand. Parce que tout le monde le fait.
lors d'une matinée. Ça allait plus facilement quand il y avait une bonne ambiance. Mais je pense que si je m'installe pour 2-3 mois en Allemagne, je pourrais rapidement retrouver obtenir le même niveau. Ouais. Ok, ça marche. Bon, on va clôturer. Il nous reste 5 grosses minutes avec le Fast and Curious version Brand. Donc, Fast and Curious, le concept de Combini, version Brand, le concept du Brand Podcast. Tu as 3 propositions. Tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête? J'espère. Si tu devais garder un seul des éléments de la plateforme de marque de Worldia, ce serait l'ambition ou la personnalité? L'ambition. La meilleure des destinations pour un team building Worldia, c'est les Bahamas ou la Silicon Valley? Silicon Valley. Si Worldia était une compagnie aérienne, ce serait plutôt Air Worldia ou Worldia Airlines? Worldia Airlines. Pour finir, quelle est ta question pour moi? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Ah ouais, celle-là, elle est dure. Hein. Oh là là. Bah, du coup, là, déjà, dans les 2 prochaines années, je suis censé être en alternance dans une boîte qui s'appelle Go My Partner où je suis déjà actuellement en stage. Donc, ça, c'est ça. Et après, pour les 3 prochaines années, bah ça va dépendre puisque tu vois genre moi je sais pas comment la boîte où je suis actuellement va évoluer. Tout ce que je sais c'est que j'adore ce que je fais aujourd'hui et que j'aimerais bien continuer à bosser dans la tech parce que je trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant. Moi je viens des agences à la base, prod, communication, influence aussi. Donc du coup j'aime bien la dynamique, encore plus avec le podcast puisque je rencontre pas mal de personnes dans la tech aussi et je trouve que c'est un univers qui est assez stimulant parce que c'est vrai que tout va super vite et qu'il y a des innovations tout le temps, etc. Après, est-ce que je vais me dire que j'ai envie de faire ma propre boîte tech ou que je continue dans la boîte tech où je suis actuellement ou que je vais dans une autre boîte tech ou autre chose, à vrai dire j'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que j'aimerais bien rester dans ce milieu parce que ça me passionne à vrai dire et j'aimerais bien continuer à faire du marketing ou de la vente d'ailleurs parce que bon, c'est vrai que mine de rien aujourd'hui je suis growth hacker donc c'est un grand nom mais c'est pour dire que je fais de la vente et du market dans mon taf au quotidien et c'est vrai que mon cœur balance toujours un peu des deux. J'ai quand même plus un background de marketeur, c'est encore le cas avec ce podcast, mais c'est vrai qu'à l'avenir peut-être que je ferai un jump du côté de la sales team, qui sait, on ne sait pas. Mais bon, merci en tout cas pour cette question, merci pour cet épisode, c'était un chouette épisode. Pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de 42 minutes, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Les podcasts sont toujours disponibles gratuitement sur YouTube, @brand podcast, donc BRVLD podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming, notamment sur Apple Podcast. Ça nous permet de remonter dans les classements dans la catégorie affaires, marketing, ce genre de choses, et à nous mettre des commentaires, même chose, même combat. Nous on se retrouve du coup pour un nouveau podcast lundi prochain à 8h, et puis sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine.